Bonjour. Depuis 1911, les constructeurs d'électrocardiographes n'ont cessé de nous proposer petit à petit une interprétation automatisée de plus en plus puissante des signaux électriques qui sont des signaux complexes et qui peuvent être intéressants pour calculer des valeurs de base ou petit à petit des anomalies significatives, voire des troubles du rythme complexes ou des diagnostics de maladies aiguës. Alors, qu'en est-il de ces interprétations automatisées en 2011 pour le diagnostic de syndrome coronaire aigu? J'ai un lien d'intérêt à signaler. J'ai travaillé pour une société d'interprétation automatisée par intelligence artificielle pendant 5 ans. Je voudrais vous parler donc de cette évolution. 1911, ce sont au début trois dérivations qui vont nous permettre de faire des diagnostics. Puis petit à petit, ce sont des classifications proposées par la l'AHA de standardisation de ces diagnostics, et enfin des codes qui vont être la base de départ pour que les interprètes assions par logiciel, on appelle ça des softwares, qui sont des software built-in puisqu'ils sont dans l'appareil, euh, se permettre de reconnaître non seulement des valeurs, mais également des patterns, des recognition patterns, c'est-à-dire les blocs de branches, les fibrillations atriales, etc. Donc tous les appareils qui sont sur le marché vous proposent, moyennant un coût supplémentaire, un des systèmes d'interprétation les plus connus, parmi lesquels Glasgow, Philips, General Electric, Mortara. Progressivement également, l'évolution se fait en 2021 vers l'intelligence artificielle. Là, le système est complètement différent. Les puissances de calcul ne sont pas dans les petites machines qui ne sont pas mises à jour régulièrement quand vous achetez votre appareil, mais elles sont dans le cloud. C'est-à-dire que les puissances de calcul sont colossales et les mises à jour extrêmement rapides et régulières. Donc on a 4 systèmes d'intelligence artificielle qui sont connus pour travailler dans le monde médical, mais c'est actuellement le Neural Networks qui l'emporte. Donc les Neural Networks, je ne vais pas trop vous dire exactement ce que c'est, on en parlera plus tard. C'est de cette capture d'écran Google, vous voyez, des systèmes qui permettent de miniaturiser les interactions et de reconnaître des interactions avec des couches multiples dites de neurones. Et toutes ces interactions sont enregistrées pour reconnaître des liens même minimes que l'homme n'aurait pas pu détecter, pour essayer de ensuite se comparer à des images existantes et voir des relations entre ces images existantes, c'est-à-dire des pathologies, et les images détectées sur l'électrocardiographe, les signaux électriques. Quand on commence à analyser une situation telle que celle-ci, qui est un built-in software, donc une interprétation automatisée, vous voyez que cet électrocardiogramme a été enregistré extrêmement récemment, et l'électrocardiogramme vous propose devant une élévation du segment ST, il écrit possible repolation précoce, donc il n'active pas la case urgence, et la question pour vous c'est: est-ce que je lui fais confiance ou pas? C'est quand même ennuyeux dans une situation aiguë comme ça. Or, je crois que tout médecin qui sait lire un peu un électrocardiogramme va voir qu'il se passe quelque chose dans un territoire D2, D3, VF, qu'il y a des QRS multifragmentés dans ce territoire, donc ce sont des anomalies de grade 3, et il y a également des miroirs qui viennent conforter le diagnostic d'occlusion coronaire. Vous voyez que vous avez utilisé au moins 3 anomalies pour faire la synthèse syndromique, alors que le repérage du ST un petit peu variable ici sur les dérivations des 2D3VF n'ont pas permis à l'ordinateur de faire un diagnostic précis, parce qu'il n'utilise pas les autres anomalies que nous venons de combiner. Donc il s'est trompé, et ça peut être embêtant. Sur cet électrocardiogramme, on envisage un infarctus aigu. Oui, on peut envisager un infarctus aigu devant une douleur thoracique chez une femme de 20 ans, mais honnêtement, c'est pas sérieux. On a surtout besoin d'envisager une péricardite aiguë devant un ST plus inférolatéral, un sous-décalage de PQ aussi important, et un respect des QRS. Si en plus vous rajoutez la clinique, il n'y a pas photo, c'est encore une suggestion erronée de l'ordinateur. Si vous reprenez celui-ci également, tout ça sont des électrodes de l'année 2021 aux urgences de Saint-Louis, vous voyez qu'il envisage un infarctus aigu, donc il fait peur à tout le monde devant cette douleur thoracique chez l'homme de 35 ans. Vous avez un tout petit peu de formation pour reconnaître des ondes J, le respect des QRS, une RV4 très ample, pas de miroir.
franchement, c'est une repopulation précoce. Pourquoi nous faire peur avec des examens supplémentaires? Donc, ce manque de spécificité des algorithmes se paye, risque d'entraîner une surélévation du risque de SCA avec des conséquences organisationnelles dans un service d'urgence ou dans des transports en ambulance induits par SAMU ou des dosages ou des consultations par des cardiologues et des ECG répétés. C'est quand même un surcoût organisationnel et financier. Oui, là c'est un cas de Steve Smith. Donc l'ECG répond sur cette femme de 55 ans qui a une douleur thoracique à la 60e heure que le nœud sinusal et l'électrocardiogramme est normal. Bon, j'espère que si vous faites un peu d'urgence, vous avez repéré qu'il n'était pas normal du tout cet ECG. Il y a une disproportion des surfaces sous les courbes des ondes T, ischémie de grade 1. Ischémie de grade 1, ischémie de grade 1, c'est manifeste, et même ischémie de grade 2 avec un sus-décalage, et probablement des petites ondes Q pathologiques ischémie de grade 3. Il y a un léger miroir ici. Franchement, je ne comprends pas ce qu'a fait cet électrocardiogramme, ce qui dévalorise complètement l'outil. Vous voyez. Donc l'Emergent Cardiac Catheterization a révélé un infarctus, une occlusion de l'IVA, et les auteurs concluent que les ECG du triage faits par des infirmières doivent quand même être montrés aux emergency physicians si le computer interprétation vous dit que c'est normal. Voilà. Et il y a plusieurs exemples dans cet article. Et là, ce manque de sensibilité de l'ordinateur, contrairement à tout à l'heure, le manque de sensibilité, là, peut entraîner un préjudice sur la morbimortalité. Je retourne en salle d'attente, je ne suis pas transporté si je ne suis pas vigilant. Or, vous savez que c'est, pour ceux qui pratiquent l'urgence, c'est exactement la situation la plus détestable qui soit, à savoir un patient qui a mal, dont l'électrocardiogramme est mal interprété, l'évaluation est mal faite au triage. Il y a vraiment un risque de perte de temps et de conséquences graves pour le patient. Alors, encore un ou deux exemples, voilà, tout récent, hein. Cet ECG est normal, franchement, 75 ans, bilan de syncope inexpliqué, on lui fait un ECG. Je vous laisse regarder, vous pouvez toujours appuyer sur pause pour bien regarder cet ECG. Il n'y a pas photo, cet ECG est absolument anormal. On voit des ondes Q, on voit une surface sous la courbe considérable du ST ici et un sus-décalage de ST même minuscule avec cette onde Q, parce que ce QRS est fragmenté. Vous voyez, des ondes Q, des ondes Q. Non, c'est pas sérieux de dire que c'est normal là-dessus. Donc tout ça fait qu'à la fin, on ne croit plus aux électrocardiogrammes. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de regarder cet électro. Il a un peu fait mieux. Hein, ouais, il a pas reconnu, il a reconnu quand même que c'était pas normal. Il a proposé une ischémie myocardique et une péricardite. Et en fait, au total, c'était un Takotsubo. La troponine était très positive et évidemment l'électrocardiogramme nous a emmené vers la troponine et ensuite le Takotsubo en échographie. Voilà encore un dernier cas. Je l'aime aussi beaucoup, c'est un cas de Steve Smith pour lequel l'ordinateur vous dit il y a un infarctus, c'est écrit en haut. Est-ce que vous voyez un infarctus, vous? Je vous laisse regarder et vous faire un avis, quoi. Le problème dans ce cas-là, c'est que franchement, c'est un électrocardiogramme qui passe très facilement au triage, où on dit il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose, des petites anomalies minimes, mais en fait, ce sus-décalage de ST ici, avec un miroir et avec des QRS fragmentés, est vraiment est inquiétant. Donc je ne sais pas comment l'ordinateur a reconnu un acute myocarditis, c'en est un, et à la limite, quand j'ai vu le CG, comme beaucoup de gens, j'ai vraiment douté. Grâce à lui, je dois regarder un peu mieux l'électrocardiogramme, mais je vous reconnais que je ne l'avais pas beaucoup cru quand même. Hein. Donc on arrive au paradoxe où quand il a dit la vérité, on ne le croit pas, et quand il dit une bêtise, on a tendance à le croire. Et donc c'est ça le danger actuel, c'est que la computer algorithme ont des performances absolument médiocres. Hein. Voici quelques études de la littérature 2016, vraiment les meilleures études que je vous ai choisies. Donc la comparaison entre un médecin et un computer, pour voir si quand c'est l'ordinateur ou le computer, donc l'infirmière ou le médecin, ces door to balance time sont différents. Hein. Donc ça a un impact, vous voyez. Donc on a fait une étude, certes rétrospective, mais c'est de la vraie vie. Et on a regardé le nombre de fois où l'ordinateur se trompait. Et quand l'ordinateur se trompe, c'est-à-dire dans 30% des AMI, hein. AMI ça ne veut pas dire STEMI. Hein. AMI ça veut dire Acute Myocardial Infarction, dont les noms STEMI. Hein. Et là, on se rend compte que finalement, quand c'est le médecin qui regarde le CG en premier, on fait gagner du temps door to balance à ces patients. Donc ça a un retentissement
de se tromper, hein. Garvey, dans une très très belle étude de 2016 également, a évalué 3 algorithmes d'interprétation et il arrive à la même chose, à savoir que quand on analyse la sensibilité de ces ordinateurs en 2016, donc c'est récent, hein, avec 3 types d'algorithmes différents, on a à peu près 30 à 40% de faux négatifs, hein. La spécificité est pas mal quand il y a un STMI, il sait faire l'ordinateur. Mais quand il n'y a pas, il ne sait pas faire, comme les cas qu'on a vus. C'est-à-dire que ces ECG sont actuellement vraiment très insuffisants, comme le dit McFarlane, le roi du Glasgow System, dans un annuel International Society conférence. Il dit que vraiment, il faut vraiment continuer à travailler pour réduire les faux positifs, non seulement des arythmies cardiaques, mais des STEMI, car actuellement, ce n'est pas acceptable en 2016, hein. Et Lindo fait un très très beau papier en 2019 là-dessus. Il dit, à propos des FA, il dit ça a des conséquences quand on se trompe, hein. La FA, on est à peu près tous d'accord pour dire dans une énorme étude suédoise que le diagnostic de FA est faux dans 9% des cas. Et c'est même plus dans d'autres études. Et que ces erreurs proposées par les ordinateurs, si on leur fait confiance, conduisent à un petit nombre de cas, dans un tiers de cas, à des traitements inappropriés. Donc ça a une conséquence, hein. Et ce papier magnifique de Martinez-Losas nous rappelle que nous sommes influencés par les interprétations d'ordinateurs sur les électrocardiogrammes. Regardez ça. Le pourcentage d'électrocardiogrammes correctement interprétés selon les groupes. Alors il y a eu donc 123 participants médecins, et on leur a demandé si, quand l'ordinateur se trompait ou se trompait pas, qu'est-ce qui se passait sur leur diagnostic final. Ben voilà, quand l'ordinateur donne une bonne interprétation et qu'on la donne au médecin, comme ici, là on la donne pas, là on la donne. Alors à ce moment-là, l'homme plus la machine fait mieux, d'accord? On a vraiment une performance accrue. Par contre, quand l'ordinateur se trompe, bah, l'homme plus la machine fait pas bien. Et donc tout ça fait peur, parce que quand on regarde les résultats en termes de likelihood ratio, vous les avez ici, ben là c'est bien, on s'améliore de 2 fois, mais là franchement on régresse beaucoup. Donc quand l'ordinateur se trompe, ça a des conséquences, et quand il dit la vérité ou quand il ne se trompe pas, ça nous améliore. Mais comment savoir qu'il dit la vérité ou pas? C'est là qu'il y a un problème. Alors l'intelligence artificielle a-t-elle une place là-dedans? Je vous ai montré les papiers publiés sur l'intelligence artificielle et l'électrocardiogramme à partir d'une recherche de PubMed, hein. Vous tapez Neural Network électrocardiogramme, j'ai viré 2021, et vous voyez qu'il y a une courbe ascensionnelle extrêmement rapidement progressive là en 3 ans, et que ça touche à tout, et que les équipes sont extrêmement variées. Il n'y a pas que les Américains, bon, les Français on ne les voit pas trop. Il y a malheureusement des équipes internationales de grand niveau. L'Asie est beaucoup présente, l'Amérique, la Mayo Clinique évidemment, mais on fait du diagnostic de cardiomyopathie, d'arythmie, de traitement ambulatoire, diagnostic ambulatoire, et de prédiction de mortalité. C'est extrêmement varié, hein. Donc sur le STEMI, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs papiers qui sont très prometteurs en 2019 dans les universités donc, de Keio aux urgences, hein, pendant 6 ans. Ils ont déjà l'intelligence artificielle, elle a été construite avec des modèles pour sélectionner les gens qui ont besoin d'avoir une coronographie, enfin du moins une angioplastie dans les 48 heures. Et vous voyez que sur 36 000 patients, bon, ils ont un certain nombre de patients qui ont besoin de cette angioplastie, et que leur modèle de courbe d'air sous la courbe est de 0,88, ce qui est très bien, hein. C'est très bien 0,88 pour cette question-là, à savoir est-ce que l'ordinateur est capable, à partir de l'électrocardiogramme d'un patient qui se présente dans une emergency room, de prédire si oui ou non voilà, il y a besoin d'une remplace. Donc c'est vraiment un très bon résultat, 0,88. Quand il y a d'autres papiers de Makimoto, excellent travail, mais c'est sur une base de données publiques. C'est-à-dire que ce sont des vignettes, hein, qui servent à entraîner les ordinateurs. Elles sont tout à fait disponibles sur ce lien. On a demandé si le physician jugeait que le patient avait expérimenté auparavant un infarctus ou pas. Et on a comparé les avis du physicien poulet, hein, on a pris 5 médecins.
enfin 10 médecins, et on les a poulés leur avis, on a demandé si finalement ils faisaient mieux ou moins bien à partir de l'électrocardiogramme pour repérer un antécédent d'infarctus. C'est pas un infarctus aigu, hein, c'est recognized myocardial infarction. C'est j'ai expérimenté un myocardium. Donc l'accuracy ici du CNN est bien meilleure, hein, le Convolutional Neural Network est bien meilleur par rapport aux médecins. Et ce qui est intéressant, c'est que ça soit avec 12 ou 9 ou 7 ou juste avec les membres, l'intelligence artificielle fait mieux, enfin fait bien. On est encore à des très bons niveaux 0,80 de prédiction. Et ce dernier papier, celui de Choi, est vraiment impressionnant. Cette fois-ci, Choi, Corée du Sud, fait un excellent travail avec juste 6 leads d'électrocardiographie, c'est-à-dire les dérivations des membres, ce qui est quand même beaucoup plus rapide que de devoir mettre correctement les 12 électrodes. Et là, on est bluffé par les résultats, comme vous allez voir. Les courbes avec la conventional machine, elles sont là en termes d'air sous la courbe. Quand on utilise les 12 dérivations, 12 lits de CG, vous voyez, on a une excellente air sous la courbe pour la reconnaissance d'un STEMI. Attention, hein, cette fois-ci, c'est pas un myocardial infarction, c'est STEMI. Quand on retire le nombre de dérivations, on prend que 6 dérivations, hein, et l'intelligence artificielle, on fait quand même très bien. Et on fait beaucoup mieux que s'il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et on fait, voilà ce que donne la conventional machine. Là, c'est la conventional machine, et là, c'est le STEMI en validation externe. Donc, c'est toujours un peu moins bien en validation externe que là, puisqu'il travaille avec des FCG qu'il n'a jamais vus. Donc, excellent intérêt, que ce soit sur tous les AMI. Vous voyez que là, le computer fait pas terrible comme toujours. Par contre, à 12 dérivations, franchement, c'est mieux qu'à 6. Mais à 6, c'est déjà pas si mal. Je trouvais que ce travail était vraiment intéressant et que les aires sous la courbe étaient une fois de plus très, très performantes. Voilà comment il fait. Vous voyez, l'ordinateur, je voulais vous le montrer. On prend un ECG 6 dérivations. Voilà ce que ça donne quand c'est reconstruit. Et voilà quand l'ordinateur a appris à reconstruire à partir de données réelles. Et voilà ce qu'aurait eu l'aspect des électrodes s'il ne l'avait pas fait. Donc je trouve qu'on arrive vers vraiment des prédictions incroyables. Alors les algorithmes, pour conclure, recherchent des anomalies de valeur, c'est-à-dire fréquence cardiaque, QT, largeur du QRS, etc., et des distances entre des points, et au total, ils proposent des patterns, hein, c'est-à-dire des signaux géométriques, des anomalies géométriques qui permettent d'avancer. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien, c'est intéressant pour les calculs de valeur et la détection d'anomalies élémentaires. Voilà, à la limite, un bloc de branche, des fréquences cardiaques, des choses comme ça, c'est pas mal. Dès que ça devient un peu compliqué, des tracés complexes avec plusieurs anomalies, là, il ne sait pas faire. Et dès qu'il y a des urgences, bon, comme la FA, il y a 10% d'erreurs. Bon, bah, dans l'urgence, c'est embêtant. Le syndrome coronaire aigu, bah, c'est totalement embêtant, là, vu que c'est plutôt 30% d'erreurs. Et le potassium, bah, ils ne sont pas faits pour le faire, etc., etc., ni le Takotsubo, ni la péricardite. Bon, donc, quel est le service rendu dans l'urgence? Franchement, vu la performance, je pense qu'on peut dire que c'est pour l'urgence rien. À peine mieux que rien si vraiment il n'y avait personne. L'intelligence artificielle, elle recherche des similitudes. Elle travaille avec des bases de données phénoménales, des puissances de calcul qui n'ont rien à voir, et les bases sont encore en cours de construction, mais les résultats préliminaires nous confirment que les performances sont intéressantes pour les calculs de valeurs et détection d'anomalies élémentaires, ça c'est sûr. Mais en revanche, les performances commencent à être étonnantes pour les diagnostics en rapport avec l'urgence, que ce soit les FA, les SCA, les publications sur le potassium sont impressionnantes, l'hypercalémie, les TV, le diagnostic de certaines cardiopathies, et surtout faire du pronostic sur est-ce que ce patient va faire de la FA, est-ce que ce patient va mourir, est-ce que ce patient a besoin d'une angioplastie, etc. Et ça, c'est de la prédiction, et c'est probablement que l'intelligence artificielle va également nous étonner. Et je pense que le service rendu est très probable à venir, parce qu'il est encore en cours d'évaluation dans la vie quotidienne. Voilà, je vous remercie.